120 millions de dollars américains ont été récoltés par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER au cours de sa table ronde de 2 jours du 25 au 26 janvier 2022 à Kinshasa. Ces travaux visaient à présenter le cadre stratégique de coordination de ces interventions. Nous avions 5 grandes attentes. La deuxième attente, c'était mobiliser de l'argent, un budget d'environ 100 millions de dollars à investir pour 2022. Et je pense que là, nous avons atteint également cet objectif et même nous l'avons dépassé parce qu'on parle de 120 millions que nous venons d'avoir. C'est vrai que ça va se répartir sur quelques 3 ans, mais il faut l'avouer que déjà pour 2022, on avait besoin d'un complément de 30 millions. Je pense que nous les avons déjà. Nous avons été sur le terrain avec les chefs de l'État pendant les 2 semaines qu'il a passées au Kasaï. Nous avions vu la situation critique dans laquelle se trouvent nos populations en milieu rural et périurbain. Il fallait commencer par présenter un plan global d'électrification en termes de plans locaux. Avec son agenda clair et son travail assidu, ANSER a réussi à convaincre les partenaires. Elle a signé un protocole d'accord avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Un premier travail, c'est simplement l'identification du potentiel de production énergétique et qui se base sur le mixte énergétique, c'est-à-dire quelles sont les activités de production qu'on peut combiner les unes avec les autres à travers des réseaux bien organisés pour couvrir le mieux possible les besoins des populations en milieu rural. Et ces possibilités d'électrification, la plus puissante dans notre pays, c'est l'hydroélectricité. Juste à côté, il y a le solaire. Enfin, on peut faire de l'énergie aussi avec la biomasse, avec de la géothermie, c'est-à-dire l'eau chaude, dont nous avons des sources d'eau chaude dans nos aires protégées, donc c'est extrêmement important. Et grâce à l'identification de ces projets, on va alors pouvoir passer à l'action. Et là encore, c'est prévu dans notre protocole d'accord. L'ANSER et l'ICCN vont se rejoindre pour mobiliser des capitaux ensemble. Grâce à son programme détaillé et chronométré des actions urgentes à mener sur terrain, l'ANSER, à l'aide de ses fonds récoltés, entend jouer un rôle très capital dans le programme du développement de 145 territoires de la RDC, tel que voulu par le chef de l'État. Grâce à la densité de ses forêts, la République démocratique du Congo est classée aujourd'hui comme premier puits de carbone au monde devant l'Amazonie. C'est ce qu'a révélé les données statistiques de la tour de flux de Yangambi. On croit le recteur de l'UFA Yangambi et directeur ERAIFT, les efforts du pays sont aujourd'hui considérables dans la régulation du climat. C'est suite à l'installation de la première tour de mesure de gaz à effet de serre dans le bassin du Congo que, je dirais, la prise de conscience de ce rôle premier joué par le bassin du Congo a été finalement révélée. Parce que les données étaient là, elles sont confirmées au fur et à mesure que la tour à flux produit des données, mais la prise de conscience par la communauté scientifique et par les décideurs politiques de l'importance du bassin du Congo par rapport aux autres bassins que sont l'Amazonie et l'Indonésie, elle est relativement récente et c'est dans la foulée de cette tour à flux. À Yangambi, plusieurs stratégies ont été mises en place par des scientifiques pour maintenir cette position. Les recherches ne suffisent pas, mais il faut une politique environnementale. Maintenant, il faut encore travailler tout ce qu'on appelle la diplomatie environnementale. Vous voyez bien que c'est en cours, mais il y a encore, dans l'esprit de la communauté internationale, on parle toujours d'Amazonie, on parle souvent des feux en Indonésie, mais on parle sans doute insuffisamment du bassin du Congo, et dans le bassin du Congo, insuffisamment de la RDC. Et donc il y a tout un travail d'advocacy qui est en cours, mais qui doit être développé. Il y a certainement à faire un plaidoyer pour qu'on a l'école régionale d'aménagement intégré des forêts et territoires tropicaux, qui est l'école régionale, mais on devrait pouvoir attirer d'autres institutions régionales du bassin ici à Kinshasa, puisque la RDC a la majorité de la superficie et donc du carbone fixé par le bassin du Congo.
Le flux de Yangambi attise l'appétit des investisseurs. Dans la région, de projets de recherche sont également accompagnés de projets de développement durable au sein de communautés. En dehors de ces tours d'analyse de données sur la séquestration du carbone, le chercheur envisage à la longue initier d'autres projets, surtout sur la surveillance et le relevé statistique de zones de tourbières du bassin du Congo. La pénurie du carburant annoncée la semaine dernière dans la zone sud-est de la République démocratique du Congo, avec comme conséquence la hausse du prix du carburant se fait sentir à Kinshasa. Le prix d'un litre d'essence est passé de 1995 à 2095 francs à la pompe. Un gérant d'une station-service explique le pourquoi sous anonymat. Bon, jusqu'à aujourd'hui, nous tenons à la version officielle qui est d'améliorer la trésorerie des sociétés pétrolières. Ce n'est pas la première fois. En province, déjà, je crois que c'est la deuxième fois, durant l'année dernière. Mais puisque les sociétés pétrolières qui opèrent ici à Kinshasa sont les mêmes, dans la plupart des cas, de ceux qui opèrent aussi à l'intérieur, sûrement que dans leur approvisionnement, le fait qu'il y ait hausse de prix à l'intérieur et baisse peut-être ici à Kinshasa pourrait peut-être avoir un déséquilibre. C'est pourquoi il est clair que nous constatons également qu'ici à Kinshasa, le prix change. Donc c'est vraiment évident. Selon certaines sources, plusieurs stations-service ont été vides dans la matinée de ce mercredi 26 janvier 2022. Pour cause, l'attente de la nouvelle configuration des pompes selon le nouveau tarif. Un conducteur s'indigne. Le problème, je peux parler en Afrique en général, au Congo en particulier, les trucs ne font que monter. C'était à 1800, 1900, aujourd'hui c'est à 2000, mais là ils veulent encore augmenter encore le prix. Et puis quand ils vont augmenter, même les barils là, même si le prix revenait au prix normal sur les trucs qu'ils achètent, leurs barils là, mais à la pompe, jamais ils vont baisser le prix. C'est ce qui est déplorable. De sources concordantes, les nouveaux prix fixés sont repris comme suit. 1 litre de gasoil à 2085 francs et 1 litre de pétrole à 1700 francs. Nous y reviendrons. Des projets de taille modeste autour des énergies renouvelables sont susceptibles aujourd'hui d'accroître de façon significative l'électricité disponible. Ces projets peuvent permettre d'augmenter l'accès à l'électricité pour les Congolais, particulièrement dans les zones rurales. Les faibles taux d'accès à l'énergie cachent de très grandes disparités selon que l'on se retrouve en milieu urbain ou en milieu rural, ainsi qu'entre les différentes provinces. Pour renverser la tendance, le gouvernement a arrêté une stratégie dite énergie durable pour tous, avec comme objectif de doubler les taux d'accès à l'électricité, lancer des vastes chantiers d'ouvrages hydroélectriques à travers les pays et prendre les mesures incitatives avec la nouvelle loi portant sur la libéralisation du secteur de l'énergie et accès à tous à l'électricité approche 145 territoires. L'État est conscient que la libéralisation à elle-même ne va pas suffire, ne va pas régler les problèmes. Quel est le problème? Le problème, c'est les faibles taux d'accès à l'électricité. Le problème, c'est les inégalités. Il y a une distorsion entre les villes et les milieux ruraux et même périurbains. Le problème, c'est l'insuffisance de l'offre sur le marché parce qu'on a un taux d'électrification qui est extrêmement faible. Le problème, c'est quoi? C'est aussi la pauvreté au niveau des ménages avec un pouvoir d'achat très faible. Même s'il y a une offre, cette population ne va pas accéder aux produits qui sont livrés sur le marché. En dépit du potentiel hydroélectrique immense, près de 7 millions de Congolais sur environ 75 millions ont accès à l'électricité. Autrement dit, plus de 65 millions de Congolais n'ont pas l'énergie électrique en plein 21e siècle. Depuis sa création, ANSER s'attache à nouer et à développer des partenariats forts avec les différentes organisations pour offrir les meilleurs services énergétiques aux populations rurales et périurbaines de la RDC. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur comment rendre ces partenariats publics-privés concrets.
le rendre concret dans les secteurs de l'énergie, il y a des choses que l'État va faire, il y a des choses que le privé va faire. Du côté du gouvernement, nous savons que notre responsabilité particulièrement, c'est mettre à votre disposition des informations, et ça nous y travaillons, la cartographie des potentiels énergétiques du pays, diffuser effectivement les opportunités de business qui existent également aujourd'hui, et travailler aussi à faciliter l'environnement du travail. Nous savons qu'aujourd'hui, les secteurs privés se plaignent, nous l'avons écouté à Lubumbashi, sur la question de la fiscalité. Actuellement, le taux de desserte en électricité est estimé à 1% dans les milieux ruraux en République démocratique du Congo, alors que ce taux varie entre 40 et 45% en milieu urbain. Dans le cadre de son agenda 2020-2025, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain s'est assigné d'atteindre un total de 7 millions de bénéficiaires de l'électricité pour un coût arrêté à 250 millions de dollars américains. 0,3% est le chiffre d'affaires des entreprises minières dotées aux communautés locales vivant dans les zones minières. Ces communautés bénéficient désormais de ces montants conformément au nouveau code minier tel que révisé en 2018. 3 ans après la promulgation du code et règlement minier, il était plus que temps de mettre en application ces dispositions juridiques destinées à améliorer les conditions socio-économiques des populations impactées par des activités d'exploitation minière. Plusieurs experts du secteur minier satisfaits et exigent une gestion orthodoxe sous la supervision d'un organisme spécialisé doté de la personnalité juridique. L'arrêté interministériel entre le ministre des Mines ainsi que le ministre des Affaires sociales qui ont signé cet arrêté-là qui consiste à la gestion de ce fonds. Et ici, je félicite les autres acteurs de la société civile qui, ensemble, avons travaillé sur interministériels qui font qu'aujourd'hui, ce fonds-là sera géré à la base, donc par le comité local de développement qui sera constitué par la population locale. Donc, lorsque une entreprise paye directement à la population locale, la population, sur base des cahiers des charges qu'elle va signer avec l'entreprise, va mettre en œuvre ces différents projets. De telles dispositions sont donc considérées par la société civile congolaise comme des avancées positives, car les fonds provenant de cette quantité est suffisant pour la réalisation des projets des infrastructures de base. 0,3% de chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est quand même des milliers, voire des millions de dollars. Donc, peut-être que quand on parle du chiffre 0,3%, mais quand vous regardez le chiffre d'affaires d'une entreprise minière, c'est des milliards. Donc, nous pensons que c'est vrai, bon, pour le premier pas, c'est quand même quelque chose. Donc, c'est un droit acquis. Et peut-être prochainement, on va veiller à rehausser cela. Ces innovations ont pour la plupart été l'œuvre des organisations de la société civile qui, lors des ateliers tripartites et travaux en commission et spécialisés au niveau du Parlement, se sont battues pour que les populations habitant les zones minières puissent bénéficier des infrastructures de base construites grâce au financement des sociétés minières. La situation reste précaire pour les habitants de la commune de Kinseso dans les quartiers d'Ingidingi. Depuis un temps, la rivière Njili sort de son lit de façon cyclique et envahit des terrains habités à un rayon dépassant largement les 50 mètres. Cette situation jugée très catastrophique au regard de son ampleur. La population de cette contrée a plaidé auprès des autorités pour le renforcement des digues des eaux d'Njili ainsi que sa canalisation. On ne sait pas bien vivre pendant la période de pluie, puisque quand il y a inondation le long de la rivière Njili, nous sommes inondés ici, il n'y a pas moyen de faire des activités. Ça fait 2 jours que je n'ai pas vagué aux activités. Les habitants cherchent seulement un offre de soulagement à partir des autorités s'ils venaient à nous aider à pallier à l'eau qui est en train de nous menacer, puisque nous risquons, les gens sont en train de se déplacer en cascade, nous avons beaucoup perdu de biens. Les habitants déplorent l'inefficacité des autorités du quartier face à cette situation qui ne fait que s'aggraver. Ils affirment que plusieurs appels ont été lancés sans suite favorable. Cette souffrance date depuis 1983. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes exposés aux maladies. Avec nos moyens minimes, nous ne savons quoi faire. Des réservoirs d'essence sont devenus un moyen de déplacement pour les enfants.
Ces débris nous viennent des garages. Il serait soulageant si l'on nous apporte un soutien en créant des digues aux abords de la rivière d'Indjili pour calmer ces débordements des eaux. Les habitants de Dingi-Dingi disent espérer une assistance des autorités compétentes. Selon eux, des canalisations d'eau peuvent être construites pour éviter les inondations. Des immondices sont charriés sur la chaussée, rendant la rue malpropre. Des granits de poules sont visibles avec des eaux stagnantes presque partout. Les chaussées deviennent de plus en plus impraticables. Cette rue sur Forgeron est très touchée à sa sortie des trous ouverts avec des eaux qui dérangent la circulation. Entre-temps, les bureaux de l'Office des voiries et drainage ainsi que celui de l'Office des routes sont bien présents dans les quartiers. Dans la commune de Kassavubo, Kalamou, Limete et une partie de Matete, la conséquence de la pluie n'est pas très visible dans les différentes artères et quartiers. Néanmoins, elles sont palpables. Les véhicules, les motocyclettes, les piétons font beaucoup de gymnastique pour trouver les passages. On peut accuser quand même les habitants des environs qui jettent les ordures dans les caniveaux. Ce qui fait que l'eau n'arrive pas à bien couler. Mais les caniveaux aussi sont débouchés. Les eaux de ruissellement à Kinshasa sont accompagnées de tous les déchets venus soit des foyers et des hôpitaux. Des fois, elles proviennent également de sa mauvaise canalisation depuis les foyers. Une situation qui donne lieu au délabrement des routes et aux inondations. Les différents centres de réception d'immondices, des déchets construits par l'Union européenne n'existent plus. D'autres ont laissé place à des stations-service érigées à la limite des normes de sécurité. Après les désengagements à une certaine période de l'Union européenne, Kinshasa a vite sombré dans les dépotoirs sauvages, difficiles de vivre dans de telles conditions. Cette situation date depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Même, vous allez remarquer que même si nous sommes pendant la saison sèche, il y a toujours de l'eau ici. À l'hôtel de ville, les autorités évoquent souvent les manques de moyens financiers pour justifier cette situation. Face à ces déficits structurels d'assainissement, il est à craindre que les moyens débloqués par le gouvernement Sama Lukonde ne prennent d'autres directions que celle de l'assainissement de la capitale congolaise, Kinshasa.